c'est souvent très injuste la manière dont ça se passe. Bienvenue dans T-OK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Comme à chaque semaine, nous recevons un hôte qui va piocher un papier sur lequel figure une phrase souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord avec celle-ci, eh bien il mettra le vert qui est à sa disposition vers le oui. S'il ne l'est pas, eh bien il le mettra vers le non, tout simplement. Vous n'hésitez pas, vous likez la vidéo et vous réagissez dans les commentaires parce que cette semaine, notre invité, c'est le directeur général du Sporting Charleroi des Zèbres, c'est tout simplement Pierre-Yves Hendrix. Comment ça va, Pierre-Yves? Bonjour, ça va très bien. Eh ben, je suis très content de te recevoir. Mais moi de même. D'apprendre un peu plus tout simplement le travail qui est le tien, parce que oui, les gens qui ne le savent peut-être pas, qui n'ont pas la chance d'avoir les coulisses, tu es un petit peu, je dirais, l'homme qui s'occupe de tout à Charleroi. Tu es au four et au moulin, tu es un peu le N'Golo Kanté de ce club. C'est gentil, mais oui, effectivement, j'essaye de... C'est ma passion, avant tout. Mon boulot est ma passion, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc ça, je regardais, mais ça fait 30 ans cette année-ci. Donc, et effectivement, j'ai fait beaucoup de choses au Sporting. Ce qui me permet d'avoir une vision sur plein de départements et d'avoir un avis objectif sur ce que fait le personnel, ou à être à l'écoute des supporters, être à l'écoute de la com, voir comment est-ce qu'on peut se développer, quelques entraîneurs. Donc voilà, ça fait une expérience qu'on essaye de mettre au profit du club lorsque Mehdi m'a demandé de revenir il y a 10 ans. Et justement, elle vient d'où cette passion pour les zèbres? De mon enfance, tout simplement. Je suis de Charleroi, j'allais à l'école à Charleroi. Et mon grand-père m'a emmené au Sporting que j'avais 6 ans et j'y suis toujours resté. D'accord. C'est quoi t'as commencé comment au Sporting Charleroi? Alors, vraiment le tout début de cette aventure, elle vient d'où? Ça s'est créé comment? Mais quand j'avais 15 ans, je voulais faire plus que supporter. Okay. Et donc j'ai rencontré les dirigeants. Et à ce moment-là, il y avait un journal du club qui s'appelait Sporting et qu'il fallait développer, et donc j'ai pris ça en charge. J'ai recruté mes vendeurs, j'avais carte blanche, mais je devais m'occuper de tout. Donc je faisais le rédactionnel, j'allais chez l'imprimeur et je recrutais les vendeurs parce qu'on le vendait à toutes les entrées du stade, etc. Je faisais la recette et puis à la fin du match, voilà le bilan de la vente du journal du Sporting. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai travaillé là-dessus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai fait la sécurité de l'entrée du vestiaire, j'ai fait la salle de presse, j'ai fait guichetier, j'ai fait un peu de tout. Et puis quand j'ai fini mes études, en 92, je devais encore aller au service militaire. J'étais un des derniers en Belgique à devoir faire le service militaire. Et donc, je suis ingénieur chimiste au départ. Et je devais faire un stage pendant les 6 mois entre mon service militaire. Mais voilà, on me l'a refusé, il n'y avait pas eu de budget où j'avais fait mon travail de fin d'études. Et donc, je suis revenu toquer à la porte des dirigeants du Sporting en disant j'ai 6 mois où je serai engagé nulle part parce que je dois aller à l'armée. Donc, moi, je veux bien venir travailler bénévolement avec vous. Et donc je suis venu au secrétariat et puis la personne qui travaillait au secrétariat a démissionné et ils se sont retrouvés sans personne. Et moi je devais aller au service militaire et là M. Colson est intervenu. À ce moment-là il y avait encore un pôle armée belge football. Et il est intervenu, donc au lieu de faire semi-officier comme je voulais faire au départ, je suis aller à la caserne de Jean Blou, qui est pas très loin d'ici. D'accord. Et je faisais la nuit à l'armée et je venais travailler la journée au Sporting. Ah oui, d'accord, ok. Ça, voilà, pendant 6-7 mois de service militaire, on a combiné comme ça. Et l'accord de base, c'était que si ça se passait bien pendant cette période, j'étais engagé à la fin de mon service militaire. Et depuis, voilà. Parce que les Anglais appelleraient ça de dedication. Ouais, voilà. Voilà. C'est véritablement vouer une vie pour le club. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un vrai plaisir de te recevoir dans T-OK. Tu as compris un peu, tu vois un peu comment ça fonctionne, c'est bon? Tu as regardé un peu 2-3 épisodes? Moi déjà, oui. Ah, ça fait plaisir. Vas-y, je te laisse piocher. Ils sont mauves, c'est pas normal. Ah oui, ils sont mauves, c'est comme ça. C'est déjà bien, ils sont pas rouges. Oui, j'aurais pu les mettre en noir, c'est vrai. Alors, hop. Vous ne trouverez jamais un employé plus dévoué que moi pour son entreprise. Ah ben justement, c'est dingue. Le hasard je dirais de... C'est pas prétentieux du tout de mettre oui, mais c'est le résumé effectivement de ma vie.
J'ai toujours accepté d'être là pour le sporting, dans les bons, dans les mauvais moments. C'est ce qu'on disait un peu tantôt. Souvent, devant les caméras, c'est quand il y a des incidents ou quand il y a des crises au sporting. Puisque je suis un homme de l'ombre et je crois qu'il faut le rester parce que la place du club, c'est les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Et donc, c'est eux qui doivent être médiatisés au maximum. Maintenant, c'est vrai que derrière, il y a toute une organisation. Le sporting, à l'heure actuelle, c'est 100 équivalents temps plein, en comptant toute l'école des jeunes, en comptant plein de gens. On rajoute à ça une centaine de stewards à chaque match, des guichetiers, etc. Donc, c'est une fameuse PME. Pour laquelle, effectivement, maintenant, ça fait 30 ans que je me dévoue, et surtout les 10 dernières années où j'ai pris un poste à responsabilité, puisque je suis administrateur du club depuis que Mehdi l'a repris. Je pose une question un peu étonnante, mais le plaisir quotidien chez toi, pour un grand fan de Charleroi qui travaille à Charleroi. Oui, mais je m'étais souvent posé la question, et vous ne savez peut-être pas, mais j'ai été viré du Sporting de Charleroi en 2011 et alors j'ai eu la chance à ce moment-là de travailler à la fédération et je me disais que ça allait me plaire. Et en fait, ça m'a tout de suite, ce qui m'a manqué le plus tout de suite, c'est le cycle quotidien du Sporting. C'est-à-dire qu'il y avait plus de lien à la fédé, vous travaillez sur des projets, mais il n'y a pas ce rythme, ce stress tous les 15 jours ou toutes les semaines d'avoir un match. Et donc c'est ce que je dis toujours, sur 7 jours, vous avez du travail et puis vous avez un match. Et puis vous le gagnez ou vous le perdez. Et en fonction de ça, les émotions sont différentes et vous recommencez la semaine d'après. Et en fait, c'est cette passion-là et cette adrénaline-là qui fait que je maintiens le rythme de vie, parce qu'il faut savoir que une année, c'est 52 week-ends, il y en a 45 qui sont dédiés au foot, donc c'est pas non plus facile tous les jours pour la vie de famille, pour la vie avec des amis, etc. Le calendrier change tout le temps, et puis voilà, quand vous avez gagné le samedi, le dimanche ça va, mais quand vous avez été battu, c'est déjà pas la même chose. Et donc le sporting rythme l'humeur de la vie à la maison et de la vie tout court. Je pense que ça peut aussi les aider, je parle des supporters de Charleroi, d'avoir une personne vraiment sur laquelle ils peuvent se représenter. Moi je me rappelle de vidéos qui ont notamment été diffusées sur les médias sociaux de Charleroi, où voilà, tu prenais vraiment à cœur de bien expliquer les choses, de bien faire comprendre le message, et on sentait que c'était incarné, que tu étais complètement... c'était pas ta fonction, entre guillemets, tu l'incarnais de sorte à ce qu'elle existait pour les gens, en fait. Et ça, c'est Je crois qu'il faut toujours... les journalistes le savent bien, il faut toujours être sincère et il ne faut pas mentir. Et il faut dire les choses, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer, mais tout ce qu'on peut expliquer, il faut le faire le mieux qu'on peut. Et on essaye d'être le plus transparent possible. Je crois qu'on est un des clubs les plus transparents avec la direction pour aller à l'encontre. Parfois même peut-être trop, parce que ça sort contre nous, puisque maintenant tout est analysé sur les réseaux sociaux et tout part très vite en débat. Et par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas débattre. Je dis souvent, un supporter doit supporter, mais supporter, c'est justement être là même quand ça ne va pas, mais ce n'est pas intervenir et dépasser les limites. Tu as aussi cette figure de la personne qui rassure. Tu en as conscience de ça? Pour les supporters? C'est gentil, mais j'essaye d'être moi-même de toute façon, et d'être le fait de mon investissement et le fait de mon expérience aide peut-être. Maintenant, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je sais que je fais de mon mieux de toute façon à chaque fois dans toutes les situations. Ok. Je te laisse piocher le deuxième papier, tiré au sort, bien sûr, on ne sait pas. Surprise, surprise, que va-t-il en advenir? J'ai tendance à surprotéger les jeunes joueurs du monde des médias. Bah, si je dirais oui et non. Donc je peux le mettre au milieu. Surprotéger, certainement pas. Protéger, parfois oui, parce que c'est un monde qui est difficile dans le sens où on fait vite des histoires. Quelqu'un a joué 90 minutes ou 120 minutes ou 3 matchs ou a marqué une fois un goal et tout de suite on le porte au nu. Sauf que derrière il y a un groupe, il y a un coach, il y a l'école parfois, ils ont une vie pas facile les jeunes de maintenant, parce que maintenant à 16 ans tout le monde rêve déjà d'être pro, à 18 ans si vous devez redescendre en U23 c'est la catastrophe, donc moi j'essaie plutôt de les protéger de ça et de leur dire tous les jours, puisque maintenant qu'on a une équipe U23 je m'occupe de ça aussi. Je les ai tous rencontrés et je leur ai dit, vous savez, le moment le plus facile, c'est quand vous venez dans mon bureau, c'est quand on parle de votre saison et de la saison prochaine.
Mais le plus dur, c'est tous les jours sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut recommencer. Il faut aller à l'école, à 15 h, il faut être au terrain. À 16 h, il faut être focus à 100%, parce que c'est sur le terrain que se décidera si vous allez jouer ou pas jouer. Par rapport aux médias, oui, mais de temps en temps, faire des erreurs ou les laisser faire, on peut pas. C'est difficile à contrôler dans le monde actuel. Je pense que cette année, d'ailleurs, il y a eu quelques jeunes joueurs qui ont liké des photos de leurs amis, parce qu'ils se connaissent tous dans le football, ils sont en équipe nationale ensemble, etc. Mais ça peut aussi avoir un effet négatif sur eux, parce qu'un joueur joue dans un club ennemi, où ils n'ont pas compris pourquoi ils aimaient bien un but, etc. Même moi, je me pose la question sur Twitter, parfois, de mettre un cœur ou pas, parce que c'est un beau but où Orban qui tire sur la transversale, c'est beau. Et puis on pourrait dire, ouais, mais pourquoi il like quelque chose d'un autre club? Je crois qu'il faut laisser une certaine latitude, mais on a la chance, effectivement, avec notre équipe on fait une fois par an, on fait un briefing, en stage généralement, sur comment sont les médias, sur avec quels journalistes on travaille, parce qu'on est un club très médiatisé dans le football belge, mais on a la chance de travailler avec des personnes qui sont assez sensibles à nos remarques. Je gère, vous disiez tantôt quelles sont certaines de mes missions, c'est une des principales, c'est que je gère effectivement tous les contacts presse, c'est moi le filtre principal. Et donc on décide de qui va en interview chaque semaine, de qui va en interview après les matchs ou pendant les matchs, pour justement savoir si le gars a le caractère pour, si c'est le bon moment ou pas. On va revenir sur l'appétence justement aux réseaux sociaux, parce que j'ai pu remarquer aussi que tu étais très attentif, tu regardais tout ce qui se passait, entre guillemets, tu balises un peu tout ça, et je pense que tu as bien compris que c'était une priorité aujourd'hui les réseaux sociaux, c'était une réalité en tant que telle. Mais le bon moment pour un jeune joueur, comment estimes-tu que c'est maintenant que le jeune peut s'exprimer, ou va s'exprimer, et ça peut être intéressant pour lui d'enfin, par exemple, avoir sa première interview, etc. Comment tu le juges en fait? C'est vraiment au cas par cas, parce que ça dépend en premier de la maturité de la personne. Il y a des joueurs à 18 ans qui sont déjà très matures, il y en a qui ne sont seulement qu'à 20 ans. Et après, moi j'estime qu'il faut qu'il ait joué quelques matchs, il faut que ça soit bien passé, il faut que ça soit serein. On fait encore une fois, on fait 2 stages par an. Souvent la première interview d'un jeune, c'est en stage, parce qu'il est plus détendu, on a le temps d'être avec lui, on a le temps de la recommencer, surtout si c'est filmé. Et donc voilà, il n'y a pas de canevas, mais c'est quand même à l'intuition. Vous utilisez aussi les médias, justement, on va y venir, les médias sociaux du club, pour peut-être déjà entraîner un peu les jeunes joueurs à cet exercice qui sera peut-être un peu moins facile face à des journalistes qui ont quand même, je dirais, l'objectif d'être pour eux le plus juste, le plus neutre, ou alors poser d'autres types de questions que les médias du club, c'est différent. Oui, je fais beaucoup de briefing avec les jeunes joueurs avant d'aller à leur interview, mais je les laisse aller parce qu'ils doivent apprendre aussi. Et de toute façon, ils ne sauraient pas non plus dire des choses invraisemblables. Et s'il y a eu des incidents un jour, on ne les enverra pas. Donc c'est quand c'est positif qu'on les envoie. Avec nos médias sociaux, oui, on fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de photos, on ne fait pas encore beaucoup d'interactions, mais on leur fait faire beaucoup de petits jeux. Ça les met dans des situations qui ne s'y attendent pas. On avait le black and white. Et donc là, déjà, ils apprennent à devoir réagir avec quelque chose qui ne s'y attendait pas. Allez, c'est parti pour la 3e languette. Je me mettrais en danger pour mon patron s'il me le demandait. Ah oui, oui. La relation à Mehdi, on va en parler. Que veut dire se mettre en danger? Mais c'est même pas pour mon patron, c'est pour le club, c'est en général. Mais effectivement, j'ai une relation avec Mehdi qui date d'il y a 20 ans. Et c'est lui qui m'a fait revenir. Et on s'est mis d'accord dans un restaurant à Nivelles en 10 minutes, pas sur comment on allait travailler, mais sur les valeurs du club. On sortait d'une période où on a été en procès avec tout le monde, on était en procès avec la Pro League, on était en procès avec les autres clubs, on était super mal vu en Flandre, on n'avait plus de partenaires, on n'avait pas bonne presse. Et donc, on a voulu remettre des valeurs. On ne critique plus de front. Ça arrive que des arbitres soient mauvais, on doit l'accepter. Ça arrive que des joueurs sont mauvais, on doit l'accepter. Quand le match est fini, on boit un verre avec les dirigeants adverses et on ne se tape plus dessus, comme c'était le cas avant. T'as assisté à des bagarres? Verbal, oui, en tout cas, assez déplacé, parce que voilà, quand c'est fini, c'est fini. Et donc voilà, on voulait remettre le Sporting de Charleroi sur la carte du football, mais vraiment avec des valeurs, tout simplement. Et donc oui, je me mettrai en danger pour le club si ça en vaut la peine, si c'est des combats qui valent la peine, c'est certain. Et donc forcément pour Mehdi, parce que
parce que Mehdi est parfois critiqué, mais sur les 10 dernières années d'ici, c'est le meilleur bilan sportif du club. Et je sais que les gens n'aiment pas, mais c'est quand même une réalité. On est seulement 3 clubs en Belgique à ne pas avoir de problème financier. Et on est dedans, et encore les 2 autres sont imbattables parce qu'ils ont d'autres entrées que les nôtres. Mais c'est de plus en plus dur, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, même si c'est un créneau chez nous. Peut-être que cette année, le bilan sera un peu moins bon encore, parce que la réalité économique et financière fait qu'elle est difficile à suivre, et surtout qu'on a des ambitions sportives. Donc on doit réduire la marche, on doit prendre de plus en plus de risques, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas caché, qu'on s'était mis sur la carte de l'Europe pour chercher des investisseurs, ou même des États-Unis à certains moments. Donc on verra ce que ça donnera, on prend le temps aussi d'analyser ça très sereinement. Mais pour passer une étape, il faudra quelqu'un qui vienne nous aider de temps en temps à avoir un peu plus d'argent sur le compte en banque. Dans le contact humain, tu la définirais comment, ta relation avec Mehdi Payet? De très franche, de très sincère, de très émotionnel, parce qu'on vit des trucs... c'est la grosse différence, on parlait de PME tantôt, mais c'est la grosse différence entre le foot et une autre PME, c'est que vous êtes avec votre boss le week-end, mais avec le même intérêt, et que quand on sait qu'on assiste à un match de foot, c'est pas comme quand on est au bureau, on a des relations différentes. Et avec Mehdi, on n'a pas d'heure, on n'a pas de jour, on s'appelle à minuit, on s'envoie des WhatsApp à 4 h du matin, on se lève à 8 h, on a pensé à autre chose, on fait des réunions par téléphone, ça suffit. Il y a vraiment une très grande complicité qui fait que c'est très bon pour le club et pour la manière de fonctionner, même si justement on a engagé dernièrement des personnes, et on est obligé quand même de structurer tout ça, et maintenant d'avoir des vrais conseils d'administration, des comités de direction, pour avoir une manière de travailler encore plus professionnelle. Justement, c'est ça. Tu faisais écho justement à l'évolution de Charleroi à travers le temps. Ça fait peut-être aussi partie de ça. La structuration d'une entreprise avec chacun ses tâches et la hiérarchisation des tâches, quoi. Oui, tout à fait. C'est un des grands défis qu'on est en train de relever depuis 1 an et demi maintenant, et qui va perdurer justement pour arriver à un moment vers une situation où il y aura un investisseur encore au-dessus et d'autres relations. C'était nécessaire. On a géré le club à 3 avec Walter Chardon en 2012, mais on est en 2023 maintenant. Donc on est passé de 6 millions de budget à 25 millions. Si on veut passer à 26 ou à 30 ou à 35, il faut se structurer. Et puis tous les projets qu'on a font qu'il nous faut des gens aussi capables de nous épauler, et sur qui on peut donner beaucoup de confiance. On va quand même construire un nouveau stade. Il y a 10 ans qu'il n'y en a plus eu en Belgique. Et entre les deux, on s'est encore mis un nouveau défi. On va construire un nouveau centre d'entraînement où on va regrouper tout le personnel. Entre nous, le vrai exploit, c'est d'avoir été chercher les permis d'urbanisme pour les faire, parce qu'on sait qu'en Belgique, c'est une vraie catastrophe. C'est pas facile, mais c'est normal. Il y a des règles à respecter. On cherche des subsides, on cherche des investisseurs, on cherche à avoir nos permis. Donc c'est beaucoup de travail, mais on finit toujours par y arriver. Donc c'est la preuve de notre sérieux et de notre organisation. Tu parlais des investisseurs. Moi, je me rappelle d'une phrase d'Udi Šošanović, qui était en fait le conseiller juridique d'un des hommes les plus puissants du football mondial, qui est tout simplement Pini Zahavi. Il disait, à l'époque il avait racheté Lommel, que c'était un des paradis pour les investisseurs étrangers. Est-ce que tu peux justement qualifier Charleroi aussi un paradis pour les investisseurs étrangers? Il y a un vrai attrait particulier à venir à Charleroi? Alors il y a un attrait pour beaucoup d'investisseurs, mais pas le même attrait que pour Charleroi. Okay. Parce que c'est un peu le défaut de nos qualités, c'est que si notre club est sain, il ne sera pas vendu et il ne sera pas donné pour une bouchée de pain. Or, il y a eu toute une série d'investisseurs qui cherchent des clubs à 1, 2, 3, 4 millions et d'avoir le pouvoir total pour leur vendre tout simplement plus tard. Un des exemples, c'est Courtrai. Oui. Nous, ce n'est pas du tout ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui va venir épauler financièrement les projets que l'on a et la vision que l'on a toujours eue, mais qui est limitée financièrement pour le moment. Si on veut des joueurs à plus haute qualité, si on veut pouvoir acheter des joueurs à 3 millions au lieu de les acheter 1 million, il nous faut un peu de rentrée financière que l'on ne trouvera pas autrement qu'avec quelqu'un qui peut investir avec nous. On ne peut pas faire des coups à 10 millions en vendant des joueurs au CSKA Moscou chaque été, c'est ça que tu es en train de me dire? Bien sûr, tout à fait. Ce qu'on l'a fait, on est fiers de l'avoir fait, mais ça ne se fait pas tous les jours. Des Osimhen ou des Nicholson, voilà, s'il y a de l'humain, il y a le sportif, et puis les autres clubs sont très compétitifs aussi, et ont déjà certains, ou une fortune, ou des investisseurs qui font que
le gap se rétrécit de plus en plus. Allez, on passe maintenant à la 4e languette. Surprise, surprise. Je vais repositionner les verres. Je suis le couteau suisse qui facilite la vie du club au quotidien. Bah, écoutez, oui. C'est jamais non en fait. Là, on en a un petit peu parlé effectivement. Bah oui, le couteau suisse, pourquoi? Tout simplement parce que tu es vraiment au four et au moulin. On parlait justement de cet attrait, je vais y revenir sur même les réseaux sociaux. Tu regardes ce que les joueurs postent, qu'est-ce qu'ils font, je peux en parler personnellement, qu'est-ce que je poste, qu'est-ce que je fais, etc. Il y a d'une manière générale une envie chez toi de prendre tout en compte pour avoir vraiment une analyse complète de la situation. Oui, j'espère et j'essaye d'avoir une analyse la plus globale possible de notre club, mais de ce qui se passe autour aussi, parce que, je vous le disais tantôt, tout le monde progresse et tout le monde travaille beaucoup, et donc il y a toujours quelque chose à aller chercher. Ils savent bien la com, je leur envoie souvent des screenshots ou des emails de ce qu'ils ont fait ailleurs, voir si nous on ne peut pas faire ce type de reportage, ce type de photos, ce type de prix, ce type d'action, parce qu'il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit... Allez, on a 20 matchs sur l'année, il faudra à la limite qu'on ait 20 actions pour faire plaisir au public. On essaye d'animer les avant-matchs, on essaye de tenir compte de leurs remarques. Quand ils disent que la bière est trop chaude, le match d'après, on essaye qu'elle le soit moins. On essaye de faire attention au prix de tout. Donc forcément, il faut être beaucoup à l'écoute, il faut beaucoup regarder. Et c'est vrai que le soir ou très tôt le matin, je passe souvent du temps là-dessus pour qu'après, on puisse mettre ça en pratique. Sur 24 heures, le pourcentage de ton temps que tu dédies au club? Ça dépend des jours, mais c'est déjà 12 heures au bureau, donc et puis vrai. Quelques heures le soir ou quelques heures le matin, donc j'ai jamais compté, mais... En période de mercato, tu rattrapes toutes les heures que tu as gagnées pendant le week-end, parce que ça doit être incroyable, les périodes de mercato. Oui, ils sont de plus en plus longs, et en plus, c'est pas bien d'avoir 2 mercatos, je l'ai toujours dit, mais on sait rien faire, parce que celui de janvier est souvent déstabilisant. Et ce que je n'aime pas dans le mercato, c'est celui du mois d'août parce que le championnat a déjà commencé. Mais bon, voilà, on est décalé par rapport à certains pays et il faut en tenir compte. Donc, mais normalement, même si on fait toujours des bonnes affaires en fin de mercato parce que c'est une réalité économique, plus on avance, moins ce sera le cas parce qu'on s'est structuré encore beaucoup mieux. On a un département scouting qui travaille beaucoup. Et donc, déjà pour la saison prochaine, on a déjà recruté 2 joueurs, peut-être un 3e bientôt. Donc, on est à l'avance par rapport à avant. Vous êtes dans l'anticipation bien plus que la gestion en urgence, alors qu'avant, c'était moins le cas. Oui, tout à fait, mais c'était une période du club où ça devait être comme ça, parce qu'on n'était pas structuré, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, on n'avait pas les outils non plus, tout a évolué. Maintenant, on sait screener un joueur quasi partout dans le monde, ce qui n'était pas le cas avant. On n'envoie presque plus de scouts sur les terrains, on sait tout avoir et analyser pendant des heures et des heures, montrer au staff, changer d'avis, regarder. Donc voilà. Sur une journée, c'est vrai que couteau suisse, c'est un mot générique, mais ça passe effectivement d'une première réunion avec Felice à 8 h du matin, une avec la com à 10 h, une avec le cuistot à midi, et puis l'après-midi, il y a quand même des mails à traiter, on est 250 par jour. Plus suivre les projets du personnel, être à l'écoute, et voilà. Mais pour quelqu'un qui a justement traversé à peu près toutes les parcelles de l'univers Charleroi, ça doit quand même être la partie la plus excitante que tu vis maintenant, à mon avis, depuis un certain nombre d'années, avec le mercato, avec les négociations, ça c'est peut-être, je dirais, la partie peut-être à laquelle tu aspirais quand tu étais adolescent, ou quand tu voulais arriver à Charleroi, arriver à ce niveau-là en faisant un petit peu comment on dit en anglais, le throwback, donc regarder un petit peu ce qui s'est passé derrière, ça doit aussi te faire plaisir. Ouais, oui et non, pas spécialement toujours, parce que c'est vraiment devenu très très compliqué. Okay. Et c'est souvent très injuste la manière dont ça se passe, parce que convaincre des joueurs, c'est encore facile, parce qu'on est un club qui est reconnu maintenant. Mais il y a toujours l'entourage. Maintenant, chaque joueur a plusieurs agents ou plusieurs conseillers et ça traîne toujours. On faisait des transferts avant en 24 heures, même avec un autre club. Maintenant, moins de 8 jours, ça devient compliqué comme tout. Ah oui, d'accord. Okay, à ce point-là, oui, tout à fait. Okay. Donc, mais il faut s'y faire. C'est comme ça. Avec les plus jeunes, c'est la même chose. Il faut revoir les parents ou les joueurs 3 fois, alors qu'avant, 5 minutes, ils étaient contents de venir au Sporting et on disait de signer là et signer là. Mais voilà, c'est l'évolution de la vie, le fait que... L'information aussi. Mais c'est un peu aussi, oui, l'information, la concurrence.
et le fait qu'on est reconnu. Je veux dire, maintenant on peut choisir nos joueurs aussi. Hein. C'est plus facile sur papier, mais après les négociations sont plus compliquées. C'est clair. Allez, on passe à la dernière languette. Surprise, surprise. J'ai parfois souffert de jouer les pare-feux avec la presse. Ah bah oui, il fallait y venir. Bah oui. Répondre. Oui, du coup ça oui aussi. Hein. Oui, ça aurait été oui pour tout, mais c'est bien, c'est positif. Oui, parce que parfois c'est pas juste, ou parce que comme je disais tantôt, on peut pas tout expliquer, alors parfois les gens s'en prennent à ce qu'ils lisent, ou ils ne lisent que le titre, mais il faut... Alors, on va faire une référence à nos amis de la RTBF. Ça s'appelait encore Studio 1, qui était encore en bas, en bord terrain, en train de défendre ton club. Et à l'époque, c'était avec l'oncle de Mehdi, qui était le boss, etc. J'en ai des images encore aujourd'hui. Oui, mais tu as souvent été à la guerre, quoi. Oui, bah voilà, ça fait partie de mon rôle à ce moment-là. Il faut quelqu'un qui soit neutre, qui soit représentatif, qui soit écouté, qui soit sincère. Et on ne va pas envoyer l'entraîneur ou on ne va pas envoyer un joueur quand ce sont des débats plus compliqués, ou quand on descend en D2, ou quand on se dispute avec plusieurs entraîneurs, ou quand on a des problèmes avec les supporters, ou parce qu'ils ne peuvent pas faire des tifos, ou parce qu'ils arrêtent des matchs. Voilà, c'est des moments qui sont difficiles à vivre. C'est pour ça que je dis oui, j'ai souffert de ça. Mais d'un autre côté, ça fait partie du métier, il faut l'assumer. Hein. Et je crois que je l'ai toujours fait. Je n'ai été qu'une fois au tribunal face à un supporter en 30 ans, avec tout ce que j'ai déjà vu, parce que s'il faut, je vais aussi avec la police parler aux supporters ou les rencontrer. Mais tu as quand même le côté diplomate aussi, je dirais éponge entre deux parties. Tu as quand même aussi ce talent-là de savoir justement apaiser deux parties. C'est aussi, je pense, aussi ça qui a fait à un moment donné ta réputation. Mais je crois que ça doit être dans l'intérêt du club et l'intérêt des parties. Et les supporters ou la presse font partie du football intégralement. Et quand vous avez un rôle, moi j'ai un rôle, mais eux ont un rôle, l'intérêt des parties, effectivement, est de le concilier. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la saison prochaine à titre personnel et à titre collectif ? C'est toujours le même, c'est que tout se passe bien et qu'on soit dans les playoffs 1. Ah bah oui. Parce qu'on repasse à 6 et voilà. Donc, mais l'année prochaine, il y a 12 clubs qui font les playoffs et les 4 autres font les playoffs pour la descente, donc ça sera encore beaucoup plus serré, je crois. Il ne faudra pas louper le début du championnat, parce qu'on sait que c'est un catalyseur. Mais bon, on vient de prouver, hein, Felice, sur 17 matchs depuis qu'il est là, il est 3e. En U23, depuis qu'on a changé d'entraîneur, on est 7e. Donc voilà, le volet sportif a repris une bonne importance. Et donc on va garder un noyau équilibré et le plus vite possible. On va rejouer au foot, parce que cette année-ci, le fait d'avoir raté les playoffs 2 pour 10 minutes, ça nous fait un vide vraiment impressionnant. Je disais tantôt que la vie était rythmée par le fait qu'on joue, mais quand on ne joue pas, c'est pas du tout la même chose. Et on repense souvent, quand on s'assied ce week-end devant les super matchs qu'on voit à la TV, on se dit mais on devrait y être et on doit tout faire pour y être. Effectivement, vous auriez eu effectivement le niveau. On va se laisser là-dessus. C'était le dernier épisode de TOK. Merci à vous. Merci Pierre-Yves d'avoir été présent pour le dernier épisode de TOK. C'était un véritable plaisir que de pouvoir présenter ce concept en association avec Charleroi et Unibet, bien évidemment. On remercie pour la force. On remercie toutes les équipes techniques de Charleroi d'avoir été présents cette saison avec nous. On se retrouve très très vite, bien évidemment. Comme d'habitude, on like et on commente la vidéo. Salut, ciao, ciao.